Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier cours de pharmacie intitulé Les opérations pharmaceutiques. Sur le forum il est divisé en 2 fiches, mais aujourd'hui je vais essayer de le condenser en une seule vidéo. On commence tout de suite par l'opération de dissolution. Donc la dissolution c'est une opération qui consiste à diviser une substance à l'état moléculaire au sein d'un liquide. Ça aboutit à une préparation homogène qui est la solution. Normalement, vous allez avoir une solution moléculaire, autrement appelée une solution vraie, mais il peut exister aussi des solutions colloïdales, donc c'est quand vous allez avoir de toutes petites molécules dans votre solution. Une autre définition très importante à retenir, c'est le coefficient de solubilité. Donc c'est le nombre de parties en volume de solvant nécessaire pour dissoudre une partie en poids de la substance. Une fois que vous avez compris ça, maintenant on peut parler de la classification biopharmaceutique. Donc elle permet de différencier le médicament en fonction de leur solubilité et de leur perméabilité intestinale. Cela permet également d'estimer la disponibilité, qui est le devenir du médicament une fois ingéré. Donc pour passer d'une classe 2 à une classe 1, il va falloir un développement galénique pour optimiser seulement la solubilité. Et pour passer d'une classe 3 ou 4 à une classe 1, il faut un développement chimique pour optimiser la solubilité et la perméabilité. On peut maintenant passer aux facteurs de dissolution. On commence par la constante diélectrique, qui est la force d'attraction entre deux ions de signes contraires. Plus la constante diélectrique d'un solvant est élevée, plus le solvant est polaire. Ensuite, on a la température. Donc, plus la température augmente, plus la solubilité augmente aussi. Il y a des exceptions à cette règle, par exemple les gaz qui sont plus solubles à froid qu'à chaud, la méthylcellulose, le citrate de calcium et le glycérophosphate de calcium. La dissolution exothermique et les électrolytes sont les formes d'hydratation. Ensuite, on a le pH, donc le potentiel hydrogène qui est important pour la dissolution avec ionisation du principe actif. Il intervient en fonction du degré d'ionisation, des interactions avec les groupements du solvant et des propriétés cristallines. Ensuite, on a le polymorphisme, donc il y a deux formes. Il y a la forme cristalline qui va être très organisée et une structure amorphe qui n'est pas du tout organisée. Le polymorphisme va dépendre de la température, de la pression, de la conservation et des conditions de fabrication. Par la suite, on a la formation d'hydrates et de solvates. Donc c'est à bien retenir que les solvates se forment pendant la synthèse, la fabrication et le stockage de la forme pharmaceutique. C'est à retenir parce que le prof aime bien faire des pièges sur les 3 étapes. Voilà. Et enfin, on finit les facteurs de dissolution avec les adjuvants, qui sont des substances ajoutées et qui peuvent modifier la solubilité. Par exemple, on peut utiliser le salicylate de sodium ou le benzoate de sodium pour la dissolution de la caféine. On peut également modifier directement la solubilité avec l'ajout d'un tensioactif qui va permettre la formation d'une pseudo-solution. Ensuite, on va passer aux facteurs d'optimisation de la solubilité. Donc à bien différencier entre les facteurs de dissolution et les facteurs d'optimisation de la solubilité, car l'un joue sur l'autre, mais ils sont différents et le prof aime bien piéger. Donc pour les facteurs d'optimisation, on va avoir les solvants et la salification. Donc le choix de solvant est très intéressant pour solubiliser une molécule. On va utiliser une polarité qui prend en compte la constante diélectrique. Et la salification qui est également un moyen d'augmenter la solubilité. Ensuite, on peut avoir l'utilisation des esters. Donc là, attention, l'utilisation des esters ne va pas permettre l'augmentation de la solubilité, mais en fait, ça va permettre de traiter les patients en ne donnant qu'une dose qui va se prolonger dans le temps. Donc on va chercher la prolongation du temps ou retarder l'action de certains principes actifs dans l'organisme. Ensuite, on va avoir la formation d'eutectique ou de solution solide. Un eutectique, c'est un mélange solide de 2 substances dont le point de fusion est généralement inférieur au point de fusion de substances isolées. Et les solutions solides, ce sont tout simplement un mélange solide à température ambiante composé d'une matrice très hydrosoluble dans laquelle on va mettre un principe actif, donc une substance peu soluble. Une fois qu'on va mettre en contact la matrice avec de l'eau ou un liquide biologique, ça va se dissoudre très rapidement et on va donc permettre la libération du principe actif à l'état moléculaire. Et enfin, on finit les facteurs d'optimisation avec la vitesse de dissolution qui est donnée par la loi de Noyes et Whitney.
Donc la vitesse de dissolution, elle est égale à une constante fois la surface fois la différence entre la concentration à saturation du produit et la concentration à l'instant T. Ensuite, on va passer aux opérations de stérilisation. Donc je vais vous détailler les différentes stérilisations qu'il existe. On va commencer par les témoins de la stérilisation. Donc ce sont des substances qui témoignent du passage de la phase de stérilisation. Donc ça, c'est pour les témoins physico-chimiques. On va par exemple avoir le changement de couleur au point de fusion ou au contact de la vapeur d'eau, en présence de peroxyde d'hydrogène aussi. Et il existe des pastilles PVC imprégnées d'un indicateur de couleur pour la stérilisation par rayonnement. Ensuite, on a les témoins biologiques. Donc ça, c'est super important. Il faut les apprendre par cœur, ça tombe chaque année. Le prof adore ça. Donc pour la chaleur sèche, on va avoir le Bacillus subtilis. Pour la chaleur humide, on va avoir le Bacillus stérothermophilus. Pour l'oxyde d'éthylène, on a le Bacillus subtilis version Niger. Pour la stérilisation par rayonnement, on a le Bacillus pumilus. Et pour la filtration stérilisante, on a le Pseudomonas diminuta. Quelques notions sur la stérilisation par chaleur en général, parce que vous avez pu constater qu'il y a donc 2 stérilisations par chaleur, la chaleur sèche et la chaleur humide, mais certaines caractéristiques sont communes aux deux. Donc par exemple, les espèces microbiennes, on va avoir 2 formes. On va avoir la forme végétative et la forme des spores, qui est beaucoup plus résistante que la forme végétative. Donc quand on va devoir choisir la stérilisation, il faut prendre en compte les formes végétatives et les spores. Ensuite, on va avoir la durée et le nombre de germes. Donc la stérilisation suit une loi décroissante du nombre de micro-organismes en fonction du temps et à température constante. Ensuite, on a le temps de réduction décimale. Donc à température donnée, le temps de réduction décimale correspond au temps nécessaire pour réduire la population de micro-organismes d'un facteur 10. Pour la chaleur humide, c'est à peu près égal à 1 minute 30, 2 minutes. Voilà. La valeur d'inactivation thermique qui est notée Z, donc c'est l'élévation de la température nécessaire pour réduire la valeur du temps de réduction décimale d'un facteur 10. Donc plus la température du traitement est élevée, plus le temps de réduction décimale diminue. Pour la chaleur humide, le Z est égal à peu près à 10 degrés. Ensuite, on a le temps équivalent FT. Donc ça, c'est le temps nécessaire pour obtenir le même effet qu'un temps défini à la température de référence. Ce paramètre permet de comparer les traitements thermiques différents. Et enfin, on finit par la valeur stérilisatrice F de T. Donc ça, c'est la somme des effets stérilisants sur l'ensemble du cycle de stérilisation. Elle permet de vérifier si la stérilisation est efficace ou non. Attention, pour la stérilisation par chaleur humide, la valeur stérilisatrice va être notée F0 et elle est égale à un minimum de 8 minutes. Donc ça veut dire qu'une stérilisation par chaleur humide qui est égale à 4 minutes, on va dire, où F0 est égal à 4 minutes, ça va pas être valable. Mais une F0 égale à 35 minutes, ça c'est bon. Maintenant, je vais vous détailler donc stérilisation par stérilisation. On va commencer par la chaleur humide. Donc c'est une méthode de choix si le produit supporte les chaleurs grâce à son efficacité, son innocuité, ses températures relativement basses. Mais pour cette stérilisation, il faut faire très attention à la qualité de l'eau, à la qualité de la vapeur et il faut vérifier que l'eau soit chimiquement pure. Donc le cycle de stérilisation par chaleur humide, il y a une phase de vide, une phase de plateau où on a 121 degrés pendant 15 minutes, puis ensuite 134 degrés pendant 10 minutes, une phase de refroidissement et une phase de séchage. Les avantages de cette stérilisation, c'est que c'est très facile d'utilisation et on va avoir l'innocuité de l'agent stérilisant. Les inconvénients, c'est qu'il faut faire attention aux objets thermosensibles et aux objets sensibles à l'oxydation.
On va utiliser cette stérilisation pour les médicaments. C'est très important, c'est la méthode de référence. Pour le matériel médico-chirurgical et l'acier inoxydable aussi. Ensuite, on a la stérilisation par chaleur sèche. Cette technique utilise de l'air chaud à pression atmosphérique dans une étuve à 180 degrés pendant 30 minutes pour la stérilisation des contenants en verre et à 220 degrés pour la dépyrogénisation des contenants en verre. Les inconvénients sont que le temps pour atteindre la température de stérilisation est beaucoup plus long à cause de la faible conductivité thermique de l'air. Il faudra donc une température plus élevée et un temps plus long pour stériliser les objets. Les applications sont notamment pour les objets métalliques et récipients en verre, mais absolument pas pour les médicaments. Ensuite, on va avoir la filtration stérilisante. Donc, cette technique s'applique aux fluides, les gaz et les liquides monophasiques. Cette technique est utilisée pour les solutions ayant un principe actif thermolabile. Les paramètres importants sont la nature du filtre qui doit être compatible avec le principe actif dissous et le diamètre des pores qui doit être de 0,22 micromètres pour assurer la stérilisation. Ensuite, la porosité, le seuil de rétention et la perte de charge. Ensuite, on va avoir la stérilisation par les agents chimiques. Donc tout d'abord, on a le formaldéhyde, autrement appelé le formone, qui va utiliser l'évaporation sous forme de monomères gazeux. Le formaldéhyde n'agit qu'en présence de vapeur d'eau et à 50 degrés. Il faut faire attention car c'est une molécule qui est très agressive, donc ça peut irriter la peau et l'appareil respiratoire. Et les différents inconvénients sont la faible pénétration, la maîtrise difficile des paramètres de stérilisation, la polymérisation des monomères et la corrosion du matériel. On va utiliser le formaldéhyde seulement pour stériliser des surfaces, mais vraiment pas pour les médicaments. Ensuite, on a l'oxyde d'éthylène. Donc ça, c'est un gaz inodore, très réactif, inflammable et explosif. On va donc le mélanger avec un gaz inerte, le N2 ou le CO2, pour réduire le risque d'explosion. Les avantages de cette stérilisation, c'est l'excellente diffusibilité et la bonne pénétration au sein des solides poreux. Et les inconvénients, c'est tout simplement le gaz qui est donc très réactif et inflammable. On a certains paramètres à retenir, notamment la concentration en oxyde d'éthylène, la température qui est entre 37 et 60 degrés, l'humidité relative et la durée d'exposition. On va utiliser la stérilisation par oxyde d'éthylène pour les médicaments seulement s'il n'y a vraiment aucune autre méthode de disponible, avec le matériel médico-chirurgical également et le matériel à usage unique. Ensuite, on a la stérilisation par rayonnement ionisant. Donc cette méthode entraîne la formation de radicaux libres instables qui vont oxyder les membranes des bactéries pour les éliminer. Il y a donc une action cumulative et proportionnelle à la dose. On va avoir deux sources irradiantes, le cobalt et le césium. La dose absorbée va dépendre de l'activité et de la configuration de la source, de la distance de la source au produit, du temps d'exposition et du nombre de passages devant la source, et de la nature du produit, de sa composition, de sa densité et de son conditionnement. Quelques informations importantes, notamment les rayons gamma qui sont les plus utilisés car ils sont les plus pénétrants, et l'énergie apportée doit être inférieure à 5 mégaélectronvolts pour ne pas créer de radioactivité induite. Il y a un contrôle qui va être important pour cette stérilisation. Pour la répartition des rayonnements et de leur intensité, on va utiliser du coup des dosimètres. On va utiliser cette technique pour les médicaments avec radiostérilisation, les antibiotiques à risque d'hydrolyse, le matériel médico-chirurgical et les greffons osseux. Ensuite, on a la stérilisation par plasma. Donc, il y a un cycle de stérilisation en 5 phases. Une phase de vide, une phase d'injection de peroxyde d'hydrogène, de diffusion de peroxyde, ensuite une phase de plasma et enfin le retour à la pression atmosphérique. À bien noter que l'état plasma est un état de gaz ionisé. L'agent stérilisant est donc le peroxyde d'hydrogène qui va être transformé en gaz plasma. C'est une stérilisation qui est à basse température, réalisée par combinaison des effets du peroxyde d'hydrogène et du plasma des peroxydes. Certaines caractéristiques de cette stérilisation sont la durée inférieure à celle de la stérilisation sèche ou humide, la température utilisée est inférieure à celle de l'oxyde d'éthylène, mais supérieure à température ambiante.
On a la possibilité de traiter la plus grande gamme d'objets possible et une absence de risque. On va donc utiliser cette stérilisation pour le matériel thermosensible, comme ceux en plastique ou certaines fibres optiques. On passe à la dernière partie de ce cours qui est le conditionnement aseptique. S'il vous plaît, retenez-moi bien ça, ce n'est pas une méthode de stérilisation, mais simplement le fait de garder l'état de stérilité durant les manipulations. Cela va donc impliquer des flux laminaires, donc des trajets de l'air qui doivent être contrôlés, avoir donc une atmosphère stérile sans particules, des locaux et une atmosphère contrôlée et des zones atmosphère contrôlée. Quelques mots sur les zones à atmosphère contrôlée justement. On va avoir la régulation de certains paramètres, notamment le taux de renouvellement de l'air, le nombre de particules et micro-organismes, la pression relative, la température et l'humidité relative. Ces différents niveaux de propreté, etc., vont donner des classes. Donc la classe A, c'est celle qui a le plus gros risque de contamination lors du remplissage et des connexions aseptiques. Donc tout cela va se faire sous flux d'air laminaire. La classe B, c'est l'environnement immédiat de la zone A pour les préparations et le remplissage aseptique. Et enfin, on a la classe C et D. Ce sont simplement des zones à atmosphère contrôlée pour des étapes de fabrication demandant moins de contrôle. Ensuite, on va avoir les conditions de travail. Là, c'est simple, je vous ai mis le tableau. Dans la fiche aussi, je vous ai remis ce tableau. Il n'est pas très compliqué, mais il faut l'apprendre. Vous avez les différentes caractéristiques qui vont donner les conditions, si elles sont propres, intermédiaires ou sales. Et enfin, on va avoir les différents tests de stérilité. Donc, les tests de stérilité s'effectuent après la stérilisation, logique. On va vérifier la stérilité pendant 14 jours en milieu liquide. Et on a aussi un test qui est réalisable sur une membrane par filtration si le diamètre est inférieur à 0,45 micromètres. Et enfin, on a les tests des endotoxines bactériennes. Donc ce sont des molécules qui sont pyrogènes, issues des bactéries gram négatifs. On va avoir le test de l'imule qui utilise le lysate d'amébocytes de l'imule. Pour faire simple, ce sont des cellules sanguines. Voilà. Et on a une autre méthode qui est plus récente déjà, à partir du sang humain, où on va essayer de reproduire la réponse immunitaire innée chez l'humain. Donc voilà, le cours des opérations pharmaceutiques est terminé, j'espère qu'il a été clair. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez toujours poser des questions sur le forum, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite un bon courage pour votre S2.